Bonjour Claire. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Je suis vraiment heureuse de vous recevoir. Non, j'ai déjà reçu une chef d'orchestre, Huel Lamoré. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, malheureusement. D'accord, qui est française aussi, mais bon, je spoil un peu déjà votre profession. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Donc, je m'appelle Claire Gibaud. Je suis chef d'orchestre. J'ai créé il y a 10 ans le Paris Mozart Orchestra, après avoir fait une longue carrière et avoir aussi été chef d'orchestre à l'Opéra de Lyon, à Rome, à Bologne auprès de Claudio Abbado. Et puis je suis mère de 2 enfants que j'ai adoptés au Togo. D'accord. C'est déjà, il y a beaucoup de choses à dire Tout par rapport à ça. Hein. Ouais. Déjà, c'est vrai que je me demande toujours un peu l'origine des passions des invités que je reçois. Vous, comment était votre enfance ? Est-ce que vous avez tout de suite eu un goût prononcé pour la musique ? Est-ce que vous aviez un don particulier ? On a un peu cette image parfois des artistes qui dès la naissance presque, respirent la musique. Comment c'était pour vous ? C'était tout naturel parce que mon père était musicien. Ça se passait dans la ville du Mans. Il était professeur de solfège au Conservatoire du Mans pour les débutants. Donc à 4 ans, je suis entrée dans la classe de solfège de mon père et j'ai commencé à lire la musique en même temps que je commençais à lire les consonnes, les voyelles à la maternelle. Et donc c'est un langage, la musique qui s'est construit en même temps que le langage des mots. Mmh. Et mon père m'a donné confiance en moi d'une façon extraordinaire. C'est important pour une fille. C'est-à-dire qu'un jour, il y a l'inspecteur qui est venu dans sa classe de Paris, donc au Mans, et pour inspecter le niveau de la classe et la qualité de l'enseignement de mon père. Et il n'a pas dit que j'étais sa fille, il avait « Tiens, toi, la petite là-bas », et j'avais 4 ans quand même, « Viens au tableau déchiffrer le morceau de musique que monsieur l'inspecteur a apporté », donc personne ne connaissait ce morceau. Je l'ai déchiffré parfaitement parce que j'étais passionnée, j'aimais beaucoup mon père et je travaillais naturellement. Et là, j'ai vu le bonheur de mon père, de l'inspecteur. Donc j'ai l'impression que j'avais sauvé mon père. Ah ouais, et ça donne confiance fort. pour toute la vie. Ouais. Vous avez le souvenir, hein, parce qu'en plus à 4 ans, on Oui, a oui. peu de souvenirs, quoi, donc c'est un moment fort. Absolument. Et du coup, vous avez commencé à jouer d'un instrument, j'imagine, du coup, vers quel âge et lequel ? J'ai commencé le piano à 5 ans et le violon à 7 ans. Ouais. Et voilà, j'ai fait les classes de violon, de musique de chambre. Et à 13 ans, j'avais un premier prix de violon du Conservatoire du Mans. Et je faisais partie de l'orchestre d'élèves du Conservatoire. Mais j'avais un fort tempérament et j'ai tout fait pour devenir le violon solo de cet orchestre, c'est-à-dire au premier rang, au premier pupitre et le leader de l'orchestre. Donc c'était un orchestre composé de mes copains. Et même, il y avait ma sœur, mon frère dans l'orchestre qui aussi était élève au conservatoire. Et de temps en temps, le directeur du conservatoire laissait sa place de chef d'orchestre parce qu'il était appelé pour des tâches administratives. Et il me disait, bon, prends ma place et fais travailler tes camarades. J'étais toujours présente, passionnée, et j'ai tellement aimé ça, tout de suite, cette espèce de poste, de transmission, de pédagogie, de communication avec les autres. Et j'ai commencé comme ça, diriger à partir de l'âge de 13 ans. Si bien que 2 ans après, ce directeur de conservatoire a créé à ma demande une classe de direction d'orchestre. Il y avait donc quelques autres. Et donc vous êtes allé le voir et vous lui avez dit « J'aimerais apprendre à diriger un orchestre » oui. À 13 ans. Et il a ouvert une classe pour que vous puissiez le faire. Oui, absolument. Ah, c'était des bons... Ouais, oui. Vous avez réussi à dire ce que vous vouliez assez vite, du coup. Ah non, mais je savais à cet âge, je savais ce que je voulais. Mes parents disaient que quand on partait en vacances en voiture,
C'est moi qui faisais l'itinéraire, qui choisissais où on s'arrêtait, etc., etc. Non, j'avais un fort tempérament de leader, je devais être assez pénible. Oui. Non, mais c'est des qualités, je pense, qui vous ont servi par la suite. Je me demande, quand on a ce type de tempérament, comment vous gériez, et peut-être même encore, le fait que ça ne se passe pas comme vous souhaiteriez que ça se passe. Parce que mine de rien, ça se passe pas toujours comme on veut. Et bon, pour avoir un tempérament un peu comme ça aussi, c'est parfois compliqué de gérer. Voilà, peut-être là, vous avez obtenu ce que vous vouliez pour la direction de la classe. Mais est-ce qu'il y a un autre moment, voilà, dans l'enfance, dans l'adolescence, vous avez peut-être dû faire face à quelque chose qui s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et comment vous y avez fait face ? Oui, mais ce sont des challenges extraordinaires et ça me passionne de les surmonter. Et en plus, il faut les surmonter avec bonne humeur et avec joie pour que, aussi bien pour les petites filles, les jeunes filles, les femmes, pour que ça reste charmant. Et non, j'ai été têtue, obstinée. Et je ne lâchais pas. Puis vous savez, tout jeune, on a l'impression qu'on a une mission à accomplir et qu'on est missionné pour quelque chose. Après, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et peut-être on apprend un peu plus l'humilité par rapport aux tâches qu'on a à accomplir. C'est la fougue de la jeunesse. Mais du coup, vous commencez donc ces classes où on vous apprend à diriger un orchestre. Est-ce que vous êtes en horaire aménagé à l'époque ? Est-ce que vous décidez très jeune de vous consacrer à la musique ? Parce qu'on peut être passionné sans se dire je vais y dédier ma carrière. Non, mais à cette époque-là, ça n'existait pas, les horaires aménagés. D'accord. Ah, c'est marrant, ok. Donc c'est récent. Oui. Mais vous savez, il y a plein de choses qui n'existaient pas parce que quand je regarde, par exemple, j'ai passé un concours de direction d'orchestre à Besançon. Je vois encore quand je vois ce film, ça me fait rire. Je suis en jupe, en soquette, parce qu'au lycée, c'était interdit de porter des pantalons et des collants. C'est dingue. Vous voyez d'où on vient. Ouais. Et oui, ça a été passionnant. Et je suis entrée au Conservatoire national supérieur de musique de Paris sur concours. Il y avait 2 places et plus de 20 candidats. Je suis entrée, donc ça a été un peu la révolution. Après, j'ai eu mon premier prix à ce conservatoire. Et alors, si on peut juste revenir sur ce concours, comme peut-être des personnes qui nous écoutent ont aussi des examens un peu comme ça, difficiles et sélectifs à préparer, comment vous vous y préparez psychologiquement, physiquement comment vous faites pour pas laisser au final le stress vous submerger, parce qu'il y a un réel enjeu pour la suite de votre carrière ? Oui, mais c'est des études qu'on fait avec passion. Sinon, ça serait un martyr. Parce que de faire plus de 6 heures de musique par jour, si vous n'avez pas un amour de la musique très grand et l'impression que vous avez quelque chose de spécial à dire avec la musique, vous ne le faites pas. En tout cas, j'avais beaucoup de chance parce qu'au Conservatoire du Mans, il y avait un orchestre d'élèves, donc j'avais déjà une expérience physique de la direction d'orchestre, ce que tout le monde n'avait pas. Parce qu'en général, ce sont des instrumentistes qui viennent à la direction d'orchestre. Et là, moi, j'étais instrumentiste, mais je dirigeais toutes les semaines l'orchestre. Donc, je m'étais fait ma musculature, parce que c'est quand même assez fatigant. Physique, hein. Et, oui. Et donc, quand je suis sortie avec un premier prix, première nommée du Conservatoire de Paris, ce qui n'était pas rien, j'ai eu la une de François en même temps que Neil Armstrong. Il y avait un grand titre, « Un homme a marché sur la Lune ». En dessous, il y avait ma photo. Une femme a dirigé un orchestre. Vous voyez, c'était... Donc, c'était incroyable, quoi, la disproportion entre les 2 exploits. Et on avait donc encore beaucoup de chemin à parcourir pour que nos accessions au poste de leadership paraissent naturelles et normales. Il y a encore du chemin à parcourir, mais ça a quand même tellement évolué. C'est vrai, on y reviendra parce que j'ai lu quand même beaucoup de faits intéressants dans votre parcours sur le sexisme quand même qui règne particulièrement dans le monde de la musique et de la musique classique. Juste peut-être pour les personnes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas concrètement
ce que ça implique de diriger un orchestre. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques phrases en quoi ça consiste, à quoi vous devez penser, pourquoi au final c'est aussi difficile, parce que c'est vrai que ça aussi tout le monde ne le sait pas, mais pour en avoir donc connu une et pour en entendre aussi d'amis qui sont dans le monde de la musique, c'est vrai qu'être chef d'orchestre c'est extrêmement difficile et même je trouve ça dommage, c'est vrai que ce soit pas un métier plus, enfin si c'est valorisé, mais que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'ampleur et de la complexité du travail. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous dire pour les personnes peut-être qui ne savent pas trop en fait en quoi ça consiste? Donc le chef d'orchestre fait travailler l'orchestre, le prépare pour un concert et réunifie toutes les sensibilités des musiciens autour d'une œuvre, par exemple. Donc il y a d'une certaine façon beaucoup de pédagogie, aussi de diplomatie, parce qu'on a en face de nous des adultes qui sont des artistes, et tout d'un coup, quelqu'un d'extérieur vient leur donner des conseils, etc. Donc c'est un travail aussi de relations humaines. Mais avant tout, avant d'aborder la direction d'orchestre, il faut être un musicien, une musicienne accomplie, savoir analyser les œuvres vraiment en détail, tant sur le plan du phrasé que de l'harmonie, que sur le plan de l'histoire, de la musicologie. Le style, c'est très important. Quand on aborde une partition, on n'aborde pas la même façon une partition du XVIIIe siècle, du XIXe ou du XXe. Les orchestrations sont différentes et la façon d'utiliser les instruments était très différente. Et puis, quand on joue une œuvre d'un compositeur, on l'interprète dans le contexte aussi où le compositeur l'a créé par rapport aux autres œuvres, dans l'évolution même de l'œuvre d'un compositeur ou d'une compositrice. Et ça veut dire que, au fond, on devient capable d'avoir une interprétation personnelle et très engagée à livrer au public et aux musiciens. Beaucoup de gens se demandent pourquoi on interprète la musique, puisqu'il y a une partition écrite, mais la partition écrite, elle a beaucoup de marge d'interprétation. C'est comme un texte au théâtre. On peut lui faire dire des choses tellement différentes suivant le ton. Et on a, avec la musique et les instruments, autant de variables d'interprétation dans les nuances, dans les attaques, dans le déroulement du temps. Et on peut donner des caractères très, très, très différents. Alors, il y a cette préparation. Puis après, au fond, le geste, il s'apprend assez vite parce que tous les musiciens savent battre la mesure, même quand c'est des mesures compliquées. Et ce n'est pas la partie la plus difficile. Au fond, ce qui est le plus complexe, c'est comment transmettre aux musiciens ce qu'on ressent, comment l'exprimer et comment obtenir des musiciens une adhésion et une coopération. Parce que sans eux, le chef d'orchestre ne peut rien faire. Et c'est vraiment... Voilà. C'est ça qui peut générer du stress quand on débute. C'est justement se trouver face à 70 musiciens et savoir qu'ils sont de très bons musiciens, qu'ils ont déjà joué sous la direction de chefs qui sont bien plus expérimentés que vous et qu'ils pourraient vous en apprendre beaucoup et que quelquefois ils vous testent aussi, voir si vous entendez bien, voilà. Donc c'est le travail de relation humaine est quelque chose. Demande beaucoup de maturité. Donc, quand on est jeune chef d'orchestre, on a tout à apprendre dans ce domaine. Ouais. Et est-ce que, du coup, c'est uniquement par l'expérience que vous avez acquis cette maturité et légitimité, ou il y a des choses que vous avez mis en place assez tôt pour obtenir justement cette adhésion? Et c'est vrai que je pense qu'il y a des parallèles au final à faire entre le management entre guillemets de musiciens, mais aussi dans le monde professionnel. S'il y a des personnes, voilà, des auditeurs, des auditrices qui eux aussi vont être amenés à diriger des équipes,
comment on fait, en effet, quand, même si les gens savent que vous êtes compétente, a priori, si vous êtes arrivée là, voilà, comment on peut faire face à des personnes un peu récalcitrantes ou, j'imagine à des hommes machos, parce que je sais que ça a marqué aussi votre parcours. Enfin, est-ce que vous avez appris un peu, des techniques qui permettent de fédérer? Il faut beaucoup de self-control et il ne faut pas répondre à l'agressivité de certains et il faut beaucoup de patience et puis penser aussi que les musiciens ont aussi beaucoup de stress. Vous savez que dans les orchestres, les musiciens quelquefois ont tellement peur du chef d'orchestre qu'ils prennent des bêta-bloquants pour pouvoir jouer pendant les répétitions de concert. Donc une fois que, je pense, on a dépassé sa propre angoisse par rapport à sa propre image et qu'on est plus tourné vers les musiciens, vers ce qu'on peut leur apporter pour qu'ils soient en pleine joie et en pleine forme pour jouer. C'est complexe de jouer d'un instrument. C'est un travail incroyable. C'est pas du tout le même métier que chef d'orchestre, mais c'est peut-être plus difficile encore. C'est en tout cas deux grands challenges, ça c'est sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'un challenge particulièrement fort que vous avez vécu durant votre carrière de chef d'orchestre? Je sais que il y a des épisodes sur lesquels on reviendra, mais est-ce qu'il y en a un qui vous marque particulièrement et qui vous a au final appris? Parce que c'est souvent ça, les moments difficiles, on en tire toujours des enseignements. Oui, je me souviens que je répétais avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. On préparait un concert pour la clôture de la présidence française de l'Union européenne. C'était en 2008, je pense. Et le violoncelliste au premier pupitre prétendait qu'il ne comprenait pas mes gestes et que ça l'énervait énormément. Tous les autres musiciens me suivaient, mais il y a une espèce de solidarité entre les musiciens face à ce qui représente la direction et les privilèges d'une certaine façon. Et il se trompait partout, il faisait exprès bien sûr, et il faisait perdre le temps à tout le monde. Et je me suis dit, laissons-le comment dirais-je, par rapport aux autres musiciens, se mettre en tort, parce que ça a fini par énerver les autres musiciens. Et c'est les autres qui ont dit « écoute, ça suffit ». Voilà. Parce qu'il y a une vraie solidarité entre eux. Et donc, vous savez, c'est difficile parce que c'est déjà fatigant physiquement de diriger. Ça demande aussi une grande concentration pour exprimer la musique. Et si en plus vous devez gérer nerveusement les agressions que vous recevez, ça rend le tout complexe, très très complexe. Et je savais que le but, c'était de me faire perdre mes nerfs et finalement, quand on perd ses nerfs, on peut arriver à dire quelque chose de pas très convenable. Et vous mettre en tort indirectement. Oui, voilà. Alors que donc là, vous avez rien à vous reprocher, quoi. Il fallait surtout pas. Donc, vous savez, j'ai dirigé pendant une période où je recevais quand même beaucoup de condescendance de la part de mes collègues chefs d'orchestre, mais aussi des organisateurs de concerts. Et il y avait quelques courageux qui m'engageaient, qui m'appréciaient, et j'ai été soutenue par des hommes formidables, puisqu'il y avait que des hommes en place, et en place de direction. En tout cas, les grands directeurs d'institutions musicales étaient tous des hommes. Donc je sais que j'ai été estimée et que j'ai pu développer ma carrière, mais ça a été un combat incroyable, quoi. Ouais, mais qui a servi à d'autres, parce que on pourra revenir sur ce qui vous a fait créer la Maestra. Mais j'ai lu en effet dans une des interviews que vous avez données que un moment vous assistiez à un concours où un des jurys qui était présent, dès qu'une femme s'avançait sur scène, il mettait sa veste sur sa tête et il faisait semblant de dormir et en fait ne l'évaluait même pas. Bon, moi ça me paraît vraiment dingue de à ce point-là déconsidérer la femme de prime abord. Est-ce que vous pouvez nous raconter en effet cet événement et ensuite quelle a été votre réflexion intérieure pour vous dire ok, on va créer un concours
où on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de sexisme, quoi. Oui, donc ce chef d'orchestre, dès le premier jour où je suis arrivée comme membre du jury du concours, j'étais la seule femme comme membre du jury et je sais qu'il ne faut plus accepter d'être seule dans un jury. Il doit y avoir une parité. Ouais. Il y avait peu de femmes sélectionnées pour participer à ce jury. Et dès le premier jour, ce monsieur est venu me dire, vous savez, mon médecin, qui est un grand scientifique, me dit que les femmes, biologiquement, ne peuvent pas être chefs d'orchestre. Alors j'ai éclaté de rire parce que j'ai cru que c'était une blague. Il me dit, non, madame, c'est sérieux, c'est la science. Ah, je lui dis, bon, expliquez-moi, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je fais ce métier, et avec bonheur d'ailleurs. Et il me dit, mais madame, c'est parce que les femmes ont les bras tournés vers l'avant. Ah, je dis, ah bon? Non, moi je tiens la baguette normalement. Je connais plein d'amis, elles n'ont pas les bras. Il me dit, écoutez, vous avez les bras tournés vers l'avant, c'est tout naturel, c'est pour porter les bébés dans vos bras. Alors, septembre 2018, c'était vraiment incroyable. Et on a réussi avec d'autres membres du jury qui n'étaient pas misogynes du tout et qui étaient sur le même terrain d'appréciation que moi-même, à faire passer une jeune femme chinoise en finale. Et elle a eu autant de voix qu'un autre jeune homme. Et ce qui a été assez terrible, c'est que la direction du concours n'a pas accepté de donner un prix ex aequo. Et qui a eu le deuxième prix? La jeune femme. Et c'est légal même? Parce qu'en fait, je me dis, qu'est-ce qui peut justifier le fait, si démocratiquement il y a eu une part égale de vote, que l'homme passe premier à défaut de la femme? Parce que le président du jury était un homme et le président a tranché, entre guillemets. A droit à un double vote si c'est utile. C'est dingue. Mais j'ai résisté 2 heures. Mais ma grande satisfaction, c'est que l'orchestre qui décernait le prix de l'orchestre a voté pour cette jeune femme. Et le lendemain, je suis rentrée à Paris, ou même le soir même, et j'avais rendez-vous avec une des mécènes de l'orchestre, Dominique Sénéquier, qui dirige la Fondation Ardian et qui m'a demandé de lui raconter ce concours. Et quand je lui ai raconté tout ça, elle me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire ?» Je dis je me pose plein de questions parce que est-ce qu'il faut répondre à une discrimination par une autre discrimination? Est-ce que je rendrais vraiment service aux femmes en faisant un concours genré? Et elle m'a dit, si vous décidez de le faire, je vous finance le concours. Et là, rapidement, et encore je l'ai revu récemment, elle me dit, c'est presque immoral, c'était tellement légitime ce que vous m'avez proposé, c'est que j'ai trouvé tous les financements qu'il fallait en 4 mois, et c'est très rare que des grands projets comme ça puissent se réaliser aussi rapidement. Ça voulait dire que c'était dans le bon moment, et que c'était en phase avec la société, et que ce concours était justifié. Et il a eu un très 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 grand succès, parce que 220 femmes du monde entier de 51 nationalités se sont inscrites au concours. Donc ça, c'était en 2020, septembre 2020. Et là, nous avons la 2e édition, début mars, du 3 au 6 mars, on est en 2022. Et voilà, il y a 49 nationalités représentées pour la sélection, et on a sélectionné 14 jeunes femmes. C'est génial. Non, mais c'est vrai, c'est toujours l'éternelle question des quotas. J'ai dit une chose fausse, c'est pas uniquement des jeunes femmes. D'accord. Parce qu'on n'a pas voulu garder de limite d'âge, parce que il y a la nouvelle génération a les portes bien plus ouvertes. Puis il y a eu MeToo qui a quand même fait prendre conscience qu'il y avait toutes sortes de violences faites aux femmes, aussi bien psychologiques, professionnelles que sexuelles. Et donc la jeune génération est plus facilement encouragée, mais il y a toute une autre génération qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à s'imposer.
Et on a laissé ouvertes les portes. Oui. C'est bien parce qu'en fait, les discriminations sont à plusieurs niveaux. Hein. Elles sont au niveau du genre, mais de l'âge aussi. De l'âge, absolument. Et beaucoup de femmes, en fait, au-delà de 40 ans, en fait, quand elles ne peuvent plus avoir d'enfants, parce que comme vous l'avez justement souligné avec cet homme qui était convaincu que les femmes ne pouvaient pas être chef d'orchestre parce qu'elles devaient naturellement porter un bébé dans les bras, ce qui est quand même dangereux, quoi, de partager ce genre d'ineptie que je démonte pas mal dans mon livre. Mais voilà, en effet, dès que du coup cette fonction à laquelle elles sont cantonnées de reproduction s'arrête, eh bien on a tendance à les évincer. Et c'est bien dommage. Enfin, Mais vous savez, on voit pas la même chose chez les hommes, quoi. Les chefs d'orchestre hommes, dirigent jusqu'à 95, jusqu'à la fin de leur vie. Ouais. Moi, ça fait déjà 15 ans qu'on me demande quand est-ce que je vais prendre ma retraite et quand est-ce que je vais m'occuper de mes petits-enfants. Je lui dis non. J'ai toujours beaucoup d'énergie, de désir, de passion, de force. Et le jour où je n'aurai plus tout ça, je vous le dirai. Mais on ose me poser la question. Ouais. Et vous avez déjà répondu est-ce que vous avez déjà posé cette question à un de mes collègues hommes Parce qu'en fait, ils devraient perdre leurs moyens à ce moment-là, quoi. Parce qu'en fait, dans les faits, comme vous dites, on ne demande jamais à un homme quand est-ce que vous allez vous arrêter, parce qu'on est là, limite, on trouve ça formidable, qu'il continue, malgré son grand âge, de se donner pour son art. Donc, certains devraient parfois être mis à leur place. Mais je discutais avec une musicologue et sociologue justement sur la place des femmes dans la direction d'orchestre et je constatais que sur un sujet intéressant, j'avais évolué parce que toute ma vie, et donc j'appartiens à une certaine génération, j'ai pas renié ma féminité, mais je ne voulais pas qu'elle soit voyante, cette féminité. Donc je me suis toujours habillée de façon très, très sobre pour qu'on oublie la personne et qu'on se concentre sur l'interprétation musicale. Et là, je vois des jeunes femmes et de très grands talents. Parce que si elles avaient... Je pense par exemple à une femme qui est une grande chanteuse, mais une magnifique interprète musicienne et qui dirige aussi, et qui est très belle, qui dirige avec ses grands cheveux longs blonds, bras nus, etc., et qui s'appelle Barbara Hannigal. Et au début, j'étais un peu décontenancée, mais tout en l'appréciant énormément. Mais je comprends qu'elles ouvrent la voie à une diversité de la conception de la direction d'orchestre. Au fond, je restais un peu figée sur un modèle masculin. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour me dire que ce n'est pas simplement mon éthique qui m'interdisait de franchir ce pas. Donc, alors évidemment, c'est surtout les femmes jeunes qui peuvent se présenter comme ça. Donc ça veut aussi... C'est une petite discrimination sur l'âge. Après, plus âgé, on ne peut pas se permettre... tout ça. On peut, après, c'est en effet faire fi du regard, du jugement des autres, mais c'est très intéressant ce que vous soulignez, parce qu'on n'a parfois pas conscience, mais il y a une vraie misogynie intériorisée qu'on a nous-mêmes, où en fait, c'est vrai que je pense que toutes les en effet, femmes qui écoutent ce podcast ont peut-être un jour, malgré elles, jugé une femme à sa tenue dans la rue, parce que en fait, on nous a tellement mis dans la tête que une femme qui s'habille d'une certaine manière, elle attend quelque chose, que, enfin voilà, elle cherche forcément... que voilà, même moi quand ça m'arrive parfois spontanément, après je me reprends et je me dis en fait Louise, pourquoi tu la juges, c'est sous un conditionnement et elle fait juste ce qu'elle veut sans arrière-pensée. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais je pense que l'habit dit quelque chose sur ce à quoi on accorde le plus d'importance. Donc on peut accorder plus d'importance à son extérieur et plus d'importance à son intérieur, à son intériorité en tout cas. Et voilà, suivant les personnalités, ben, ça penche d'un côté ou de l'autre. C'est sûr. Mais bon, je pense qu'en effet, une femme chef d'orchestre qui peut décider de s'habiller, de prendre soin d'elle, entre guillemets, en tout cas d'être coquette, ça peut ne pas remettre en question la puissance qu'elle donne à son art. Oui. Mais moi, j'ai toujours... Il y a dans la direction d'orchestre une forme de séduction. Mais
Je pense que la plus belle séduction dans ce métier, c'est la séduction de la personnalité, la communication profonde, l'émotion qu'on peut échanger avec les musiciens. Que si c'est une séduction charnelle parce qu'on est bien habillé ou qu'on est sexy, ça se situe sur un autre plan. C'est vrai que c'est compliqué vu qu'on a 70 personnes en face de nous. Oui, ouais. Et oui, il y a aussi une forme d'éthique finalement. De savoir dans les relations humaines, avec les amis, avec les gens qu'on aime, rien n'est anodin. C'est sûr. Après, moi, c'est vrai que dans mes convictions, je prêche tellement le fait qu'on s'habille avant tout pour nous que moi, si je vais mettre une tenue considérée comme sexy ou glamour, je sais que je la mets pour moi en fait, parce que moi, je trouve ça beau et que j'ai pas envie de me limiter parce que je me dis ah oui, mais les gens vont penser que. Ah oui, mais moi, je peux pas faire mon métier pour moi. Je le fais pour les musiciens, pour le public. C'est vrai. C'est complètement différent. C'est je transmets quelque chose, je transmets de la musique, une partition, des valeurs, un message. Et au contraire, je dois décentrer l'attention de vous-même, de votre physique en tout cas. Et c'est passionnant de toute façon. Ouais. Pour revenir du coup sur le côté, en effet, direction et des orchestres, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents orchestres que vous avez dirigés et ce qui vous a amené après à créer le vôtre? C'est quand même aussi assez incroyable. Oui, oui, j'ai dirigé pas mal d'orchestres prestigieux, comme celui de la Scala de Milan, les musiciens de la Philharmonie de Berlin, l'orchestre du Covent Garden, c'est-à-dire l'Opéra de Londres, l'orchestre de l'Opéra de Washington. Je suis allée à San Francisco, etc., au Japon. Ça s'est, dans l'ensemble, bien passé. Il y a des très très beaux souvenirs et puis des belles rencontres et des orchestres qui vous suivent. Mais c'était sans arrêt quand même remis en cause par les organisateurs. Il n'y avait pas beaucoup de suite entre les choses. Ouais. J'étais invitée comme caution dans une saison. Tiens, on a invité une femme. Et c'était pas mal, oui, c'était bien, quoi. Mais ça ne faisait pas partie, je pense, de leur option sérieuse. Et au fond, au fur et à mesure où on acquiert une grande culture musicale, j'espère, forcément avec les années, on a envie de choisir les programmes, on a envie d'approfondir son interprétation. Quand on est invité avec un orchestre, il faut déjà adopter le style de l'orchestre, comment leur directeur permanent a forgé le style de l'orchestre, le son de l'orchestre. Et puis, comme on est programmé dans une saison, il faut diriger ce qu'on vous demande de diriger. Pourquoi pas, hein, ça va à un moment. Mais j'avais envie de choisir ce que je voulais diriger. Et j'avais envie de forger un état d'esprit particulier. Surtout après les expériences que j'avais vécues à Bologne, auprès de Claudio Abbado, quand je l'avais accompagné dans la création de l'Orchestre Mozart de Bologne. Et de voir ce qui était tellement inhabituel, cette fraternité avec les musiciens, cette collégialité, ce bonheur des musiciens ensemble aussi, dans la mesure où voilà, c'était des orchestres non permanents. Et j'ai eu envie de créer mon propre orchestre pour ne pas reproduire aussi toutes les discriminations que j'avais rencontrées durant toute ma vie, c'est-à-dire avec une parité femmes-hommes au poste de responsabilité, au poste de soliste. J'avais envie de choisir le programme que je dirigeais et puis surtout d'avoir un dialogue très fraternel avec les musiciens. Ce qui fait qu'ils se sentent autant engagés que moi dans l'interprétation et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et que ce sont des échanges d'une grande profondeur et d'une grande honnêteté. Et ça a été la création du Paris Mozart Orchestra sur ces bases-là. Et tous les musiciens qui viennent jouer avec moi signent une charte qui est inspirée de la Charte des droits fondamentaux européens.
c'est-à-dire de lutte contre toutes les formes de discrimination, bien sûr le sexisme, mais aussi l'homophobie, l'antisémitisme, le racisme, l'orientation religieuse, etc. etc. C'est bien de voir qu'il y ait ce genre de dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui. C'est vrai qu'ils n'existaient pas du tout il y a encore quelques années. Je me dis que ça va être quand même assez conséquent de monter un orchestre. Est-ce que vous avez dû... en fait, c'est un peu un projet entrepreneurial, quoi. Est-ce que vous avez dû chercher des financements ? Est-ce qu'on vous a contacté ? Quelles sont un peu les premières étapes pour donner vie à cette idée qui, au final, germe, mais ensuite, il faut la concrétiser ? Je savais quel genre d'orchestre je voulais créer. Et on était en pleine crise économique en France. Je savais que ça serait très difficile de demander des subventions d'État. Et j'ai construit un projet pédagogique, social, humanitaire. Et à ce moment-là, beaucoup de mécènes m'ont accompagnée parce que c'est ce qu'on appelle du mécénat croisé, à la fois artistique et social. Et on a commencé comme ça pendant 5 ans à jouer surtout dans des collèges et lycées, des académies de Créteil et Versailles, dans les établissements choisis par les conseillers des rectorats, des établissements les plus éloignés de la culture et les plus défavorisés. Et ça a été absolument passionnant. Je crois que ça nous a changés tous aussi. On a rencontrer des jeunes et des professeurs vraiment extraordinaires. Puis on est allé jouer chaque année à la prison de Fresnes, où il y avait des grands dialogues avec les détenus. On est allé à l'hôpital aussi. Ça a forgé un état d'esprit. Et ça, au bout de 5 ans, eh bien, on a commencé à développer les activités plus prestigieuses, des concerts dans les grandes salles. Et là, depuis 2 ans, nos tournées sont vraiment formidables. Donc ce mois de mars, là, après le concours La Maestra, on part jouer dans la prestigieuse salle qu'on appelle le Concertgebouw d'Amsterdam. On va en Pologne, à Katowice, et on va à l'Auditorium de Lyon, mais aussi à Rotterdam. Et surtout, j'espère que tous vos auditeurs et vous-même, vous serez avec nous le 10 mars à la Philharmonie, Cité de la musique. On donne un concert à 20h et on a besoin de tout ce soutien. Donc c'est un concert que je vais partager avec une des lauréates du concours La Maestra qui a eu lieu donc il y a 1 an et demi. Ok. Stéphanie Childress. C'est noté, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Vous êtes invité, bien sûr. J'essaierai de venir avec grand plaisir. En plus, c'est le lieu où je devais avoir ma cérémonie de diplôme, qui du coup n'a pas eu lieu à cause du Covid. Le mois n'était pas encore arrivé, mais du coup, je serais ravie de découvrir l'endroit sous un autre biais. Et ça m'amène à vous demander, c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'il y a une différence entre nos générations de consommation de la musique. Et c'est vrai qu'on a peut-être moins le réflexe de l'opéra, ne serait-ce que la musique classique. Est-ce que vous avez envie de partager un message aux personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être l'attention ont peut-être l'impression que c'est réservé, je sais pas, à un certain milieu social ou à une certaine élite. Peut-être qu'est-ce que vous avez de leur dire pour leur faire découvrir cet art ? Quand on est avec des grands adolescents dans des lycées de banlieue, je sais d'avance qu'ils pensent que de toute leur vie, on ne leur offrira que des choses de 3e ou 4e catégorie et que ce sera déjà bien. Et quand qu'ils n'auront pas droit à ce qu'on appelle des choses réservées pour l'élite, par exemple. Donc, moi, je les motive en disant, voilà, je viens vers vous avec une œuvre difficile, une création contemporaine. Mais pour moi, c'est une question de justice. On dit que ça, c'est réservé à une élite spécialisée. Moi, je vous assure que vous en êtes capable, mais on va se préparer bien tous ensemble et ça va être. Et je lui dis, je ne vois pas pourquoi vous n'y auriez pas droit et pourquoi vous n'auriez pas d'accès à ces choses. Et comme ça, j'ai pu présenter, par exemple,
une œuvre contemporaine de la compositrice Edith Cannacisi qu'elle avait écrit sur des tableaux de Nicolas de Staël, des textes de René Char. Au début, je n'avais jamais entendu parler de Nicolas de Staël, de René Char ni d'Edith Cannacisi. Et quand je leur ai raconté la vie de Nicolas de Staël et toutes les connexions qu'il y a entre la peinture, les concordances avec la musique, avec tous les différents arts, ils se sont passionnés pour ça. Ils ont même créé des œuvres, ils ont créé des tableaux, des textes. Donc on a fait des ateliers de déclamation, de chant, d'écriture. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers ces échanges-là, ils découvrent qu'ils ont un potentiel de création formidable. Et il est arrivé que les textes écrits étaient fabuleux. Et nous, on fait des rencontres avec des professeurs dans ces lycées de banlieue qui sont aussi des grandes rencontres, et on se dit que ce n'est pas le cercle des poètes disparus, mais qu'on a envie de créer le cercle des professeurs mythiques de l'éducation nationale, parce qu'il y en a qui sont des grands intellectuels, des grands penseurs, des grands artistes, et qui tiennent à bout de bras leurs élèves. Et c'est... Ouais, on sort vraiment enrichi de tout ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est des expériences humaines et ne serait-ce que, en fait, si j'ai bien compris, le fait que votre orchestre est né d'un projet pédagogique social, et social, humanitaire, c'est fort et c'est sûr que ça crée des liens indéfectibles. J'ai quelques petites dernières questions pour vous. Déjà, je me demandais comment est-ce que vous progressez et peut-être comment vous avez progressé au cours de votre carrière, parce que c'est vrai que je me dis ça va être difficile quand on est, entre guillemets, au plus haut niveau... Parce que vous êtes au plus haut niveau que vous... Voilà, en tout cas, non, je ne me suis jamais considérée comme être au plus haut niveau. Parce que c'est difficile, vous n'avez pas vraiment de... Enfin, vous pouvez avoir des exemples, mais c'est vrai que pour se former, pour continuer à progresser, c'est compliqué. Vous êtes seule maître, dirigeante à bord. Oui, mais on a toujours à apprendre beaucoup. Et des gens qu'on rencontre, mais aussi on ne peut pas connaître toute l'histoire de la musique en détail, donc on a toujours des œuvres, des compositeurs à découvrir. Et puis une œuvre, par exemple, qu'on a dirigée jeune, quand on la reprend moins jeune, on en voit d'autres aspects et tout ça, voilà. Donc c'est vraiment plus le côté théorique, en fait, si je comprends bien, qui vous nourrit au fur et à mesure. Non, on a aussi, je pense, le potentiel expressif aussi qu'on acquiert en vieillissant. Voilà. Et puis vous avez comme disait Claudio Abbado à la fin de sa vie, il disait, oui, au fond, pour que chaque concert soit un engagement incroyable, il faut toujours penser que c'est peut-être le dernier concert qu'on dirige, quoi. Et ça nous donne une énergie formidable. J'allais mentionner Claudio Abbado, si je dis bien son nom, qui est du coup un grand chef d'orchestre avec qui vous avez travaillé. Ça a été un mentor pour vous ? Absolument. Et qu'est-ce qui vous a transmis peut-être que vous retenez de lui, sa façon d'enseigner ? La grande simplicité. Et puis surtout, il est parmi les rares chefs d'orchestre dont l'expression corporelle, disons le bras qui dirige, incarne totalement sa pensée et son affect. C'est-à-dire que ce n'est pas un geste ni technique, ni abstrait, c'est quelque chose qui tout de suite plonge tout le monde dans l'interprétation musicale. Et ça, c'était fascinant. Et ça, ça s'acquiert pas tout de suite, le moment où tout est connecté, c'est-à-dire la fonction charnelle, la fonction émotionnelle et la fonction intellectuelle. Pour que ça marche bien ensemble, ça prend du temps. Ouais. Et je pense que, mine de rien, c'est le cas dans pas mal de professions, donc merci du partage. S'il y avait une ressource, un livre, un film, peut-être un opéra que vous souhaitiez partager aux personnes qui nous écoutent, qui vous a aidé ou touché, qu'est-ce que ce serait ? L'opéra, c'est la flûte enchantée, parce que c'est un chemin initiatique pour de jeunes gens, quoi. Ouais. Pamina et Tamino, qui subissent les épreuves. Et un livre, je dis comme ça, parce que en ce moment, avec ce qu'on vit, avec l'invasion de l'Ukraine,
Et Dieu sait si je veux protester contre cette invasion. Et je n'ai aucune complaisance vis-à-vis du gouvernement russe. Mais je reste tellement attachée à la culture russe. Et les frères Karamazov de Dostoïevski, c'est vraiment un livre qui m'a fait mûrir. Et oui. Vous me donnez envie de le lire. On me l'a déjà mentionné. Je ne l'ai pas lu encore. Voilà. Comment ne pas avoir peur de la mort? D'accord, bon, rien que ça. Voilà, pour finir sur une note bien philosophique, j'ai une dernière question pour vous, un petit peu philosophique aussi. C'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie? C'est ce que j'ai fait en créant le Paris Mozart Orchestra. C'est-à-dire prendre le pouvoir de sa vie, c'est ne pas attendre des autres ce que vous souhaitez recevoir. C'est le créer, aller le chercher, le développer et avec une énergie joyeuse, oui. Super, merci beaucoup Claire pour tout ce partage très enrichissant. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur vous et sur ce que vous faites, où est-ce que vous souhaitez qu'on les redirige vers un site, vers un lieu? Le site internet du Paris Mozart Orchestra. Ouais. Le site internet du concours La Maestra, et surtout qui viennent nous écouter le 10 mars à la Cité de la Musique Philharmonie à 20h, avec un beau programme, Beethoven, une compositrice, une italienne, Silvia Colasanti, et Pulcinella de Stravinsky, une très jolie œuvre. Super, je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère à très vite. Merci beaucoup, Louise.